personnes sont ce soir toujours en garde à vue dans une affaire de projet terroriste antisémite. Elles ont été interpellées lors d'un vaste coup de filet à Cannes, Strasbourg et en région parisienne. Alors, ces personnes sont toutes françaises. Certaines avaient déjà un casier judiciaire et se seraient converties à l'islam avec une radicalisation soudaine et rapide. C'est en tout cas ce que dit le procureur de Paris. Des associations juives étaient apparemment dans le viseur des terroristes. Alors, comment ces jeunes en sont-ils arrivés là? Comment lutter aujourd'hui contre cette radicalisation qui peut se faire dans les prisons, les mosquées ou encore via les réseaux sociaux? On en parle ce soir avec nos invités, on en parle avec vous. Caroline Forest, bonsoir. Vous êtes essayiste, journaliste, éditorialiste, auteur de Marine Le Pen démasquée aux éditions Poche. Louis Caprioli, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la lutte antiterroriste, ancien numéro 2 de la DST, de la Direction de la surveillance du territoire, conseiller spécial aujourd'hui chez Géos, qui est une société de sécurité privée. Avec nous, Édouard Dorian-Sipel, bonsoir. Vous êtes député PS de Seine-et-Marne, vice-président du groupe socialiste chargé de la sécurité à l'Assemblée nationale. Et je précise que certains des suspects ont été interpellés dans votre ville à Torcy. Et puis avec nous, Mohamed Adraoui, bonsoir. Vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po Paris. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. C'était ce matin chez nos confrères de RTL. Il y a un terreau qui est celui de la pauvreté, de l'absence de repères, qui peut conduire à la délinquance, au trafic, mais qui conduit aussi à un engagement qui est celui de l'islamisme radical. Louis Caprioli, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est le profil de ces jeunes qui basculent dans l'islam radical? Il est atypique. Il est atypique dans le sens où, pour la première fois, on a le responsable d'une cellule terroriste qui n'est pas d'origine maghrébine, moyen-orientale, mais un Français d'origine qui s'est converti, qui est un droit commun, ce qui n'est pas surprenant de basculer comme ça. Et il a recruté en peu de temps autour de lui un ensemble d'individus qui étaient prêts à commettre des attentats. Ce qui est intéressant, il y a deux éléments, je pense, qui mériteront d'être creusés dans cette affaire. C'est d'une part les liens avec l'extérieur, c'est-à-dire les déplacements qu'il semble avoir faits au Maghreb, voire en Tunisie, et donc les contacts en particulier avec une organisation djihadiste tunisienne, et d'autre part les contacts qu'il peut avoir en Europe, parce qu'il semblerait que ce soit un service européen qui ait tiré l'attention de la DCRI. Donc là, on a deux événements. Et puis un autre événement important, c'est que au-delà d'une opération terroriste, puisque c'est bien le cas, on a un certain amateurisme, mais on a quand même une volonté de créer une organisation, puisque certains envisageaient de partir en Syrie, non pas pour rejoindre l'armée syrienne libre, mais pour rejoindre les réseaux djihadistes, où certains y sont peut-être déjà. Voilà. C'est ce que dit Le Monde, en tout cas, ce soir, en effet, que certains membres de cette cellule seraient en Syrie, donc ça reste une hypothèse. Est-ce que ces hommes qui basculent dans l'islamisme radical, est-ce qu'ils sont facilement détectables par les services de renseignement ? Non, ils ne sont pas détectables facilement, parce qu'autrement, si vous voulez, on aurait peut-être empêché certains attentats. En particulier, l'attaque à la grenade a été vue initialement comme un pur acte d'antisémitisme. Et c'est à partir du moment où l'auteur de cet acte a été identifié et qu'on a fait un lien avec la DCRI comme quoi il appartenait à cette mouvance radicale, qu'on a basculé dans le terrorisme. Donc ce n'est pas évident. D'autant que ces gens étaient rejetés des mosquées, puisque à Cannes, dans la mosquée où ils allaient, ils étaient rejetés. On estimait qu'ils avaient une très mauvaise connaissance de l'islam, qu'ils tenaient un discours qui ne convenait pas. Donc à Torcy, c'est pas une mosquée qui est réputée, je pense, pour être une mosquée radicale. Là aussi, sont des profils atypiques. Et ils ont attiré l'attention, je pense que c'est à travers des échanges de renseignements, soit d'informateurs, soit d'échanges de renseignements avec des liaisons étrangères, qui ont permis d'étoffer et de permettre ce travail en profondeur. Parce que en peu de temps, on a identifié un nombre impressionnant d'individus, on a déterminé qu'ils étaient dangereux. La preuve en est, c'est que quand il est arrêté à Strasbourg, il tire immédiatement sur les policiers avec un 357. Donc il avait l'intention de tuer, sachant parfaitement qu'on vient
bien l'arrêter parce qu'il a lancé cette grenade. Donc on a dans ces réseaux des individus qui se sont radicalisés rapidement et qui passent rapidement aussi à l'action et qui vont aller chercher peut-être une légitimité sur une terre de djihad. Mohamed Adraoui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'islam est devenu pour ces jeunes une sorte de réceptacle de frustration ? Oui, en un sens, dans la mesure où, si on voulait essayer de trouver des régularités dans le profil de ces personnes, on pourrait trouver un certain nombre de critères. Ils sont fascinés par la violence, d'ailleurs leur passé en témoigne. Ils sont plutôt jeunes, voire très jeunes. C'est un effet générationnel. Le plus vieux a une petite trentaine d'années. Ce sont des personnes qui, au préalable déjà, avaient un rapport aux institutions, un rapport aux grandes causes qui, jadis, auraient été décrites comme tiers-mondistes ou anti-impérialistes assez conséquents. Eh bien oui, le religieux, si vous voulez, apporte une forme de légitimation a posteriori. Donc ça veut dire une chose importante, c'est qu'il ne faut pas tant analyser leur entrée dans l'islam comme une cause de la radicalisation que comme une conséquence. Aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, par rapport aux personnes qu'on a retrouvées ça et là potentiellement violentes, il y a ce qu'on appellerait, si vous voulez, au cœur de cet engagement, il y a la frustration politisée, c'est-à-dire qu'ils sont frustrés déjà préalablement. Ils ont intégré un rapport de domination par rapport qui les États-Unis, qui l'État d'Israël, qui la France républicaine. Et politisé, pourquoi ? Parce que vous avez des entrepreneurs religieux, politiques, intellectuels, si vous voulez, qui vont agréger du sens, qui vont expliquer que s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils sont rejetés et que la religion, par définition, qui incarne aujourd'hui l'opposition à l'ordre établi, c'est l'islam. Donc, si vous voulez, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Je rappellerai à titre de comparaison historique qu'il y a 30 ou 40 ans, un certain nombre des personnes issues des zones populaires françaises se sentaient très proches des causes tiers-mondistes, par exemple, défendues dans les mouvements d'extrême gauche. Caroline Fourest, est-ce que cet islam radical se construit aussi sur l'antisémitisme ? Ah oui, ça c'est une évidence. C'est même le service minimum du recrutement islamiste aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous avez des symptômes psychologiques individuels qui sont nombreux, c'est-à-dire des gens qui sont dans un état de frustration, des gens qui ont des envies de domination aussi, il faut le préciser. Il y a beaucoup de garçons qui sont attirés par une caricature d'islam parce qu'ils pensent que ça va leur donner un prétexte à dominer, à avoir plusieurs femmes, à assouvir des envies de domination dont ils se sentent frustrés par ailleurs, comme consommateurs, comme citoyens peut-être. Et puis ensuite, il y a des producteurs, des entrepreneurs effectivement d'offres politiques ou politico-religieuses, très variés, très différents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, parmi ces offres, parmi ces entrepreneurs d'offres politico-religieuses, justement, il y a du mélange des genres. Alors, au mieux, vous avez des religieux qui sont assez clean, entre guillemets, qui effectivement ne cherchent pas à flatter cet antisémitisme, ce désir de revanche ou de violence. Au pire, vous avez des entrepreneurs religieux qui, malheureusement, soufflent un peu sur ces braises-là. Des imams. Des imams, et pas seulement, des prédicateurs, des auto-imams proclamés, des gens qui n'ont fait aucune étude islamique, qui n'ont aucune notion de ce qu'est la complexité, ni des écoles juridiques musulmanes, ni de leur diversité en termes de nuances, de qualité d'interprétation, des gens qui s'auto-proclament imams, ou leaders, ou prédicateurs, et qui ont eux aussi envie d'assouvir leur petit désir de domination, et qui vont offrir du prêt-à-penser facile pour ces jeunes. Dans les prisons, dans les mosquées ? Évidemment dans les prisons où le désir de violence qui se traduit par des actes de délinquance devient là canalisé par quelque chose de plus politique. Et puis évidemment sur Internet où il est très facile de poster des vidéos incitant à la haine. C'est vraiment aussi un moyen de créer un petit réseau en quelques clics et de fanatiser des gens très très rapidement. Eduardo Riancipel, je le disais, il y a des personnes qui ont été interpellées dans votre localité à Torcy et certains justement fréquentaient la mosquée. Est-ce que vous surveillez ce qui se passe à l'intérieur des mosquées, justement de ces prêches, de ce radicalisme qui est souvent, pas souvent, mais qui peut être exalté dans ces mosquées ? Je ne crois pas que ce soit mon rôle de surveiller moi-même ce type de choses. Je suis le député de cette circonscription, il est vrai. Je suis élu de Torcy. C'est une mosquée qui vit très bien, avec une communauté musulmane parfaitement bien intégrée. Et Louis Caprioli rappelait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'incident de cette nature habituellement, évidemment, dans cette mosquée, dans notre commune, qui vit très bien par ailleurs, avec l'ensemble de ses communautés. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est qu'il faut pouvoir d'abord saluer les services de renseignement et les services de police qui ont fait une grande opération réussie et je tiens à saluer les uns et les autres pour l'efficacité dans une affaire qui est difficile, dans des problèmes qui sont sérieux. Il y a des risques, il y a des menaces, pas simplement en France, liées aussi à la situation par exemple au Sahel. Nous savons que AQMI par exemple, qui est au Sahel, cible en priorité la France et donc ils peuvent en effet créer des émules ici ou là, y compris chez des gens qui au départ ne sont pas organisés comme
vous le rappeliez, ou qui n'étaient pas tout à fait très professionnalisés, ou plutôt des amateurs en voie de radicalisation extrême. Je crois que le rôle maintenant qui est le nôtre, du gouvernement, de la majorité, c'est de donner les possibilités juridiques, légales, aux juges comme aux services de police de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, le projet de loi qui a été déposé la semaine dernière au Conseil des ministres et qui passera en lecture au Sénat à partir du 16 octobre prochain et ensuite à l'Assemblée nationale, crée des dispositions nouvelles pour permettre aux juges français de poursuivre des ressortissants français qui s'entraîneraient par exemple dans des camps djihadistes à l'étranger. C'est une disposition nouvelle qui n'existe pas, qui permet aux services de police comme aux juges de travailler en anticipation et de ne pas être devant le fait accompli. Mais je tiens encore une fois à saluer la qualité des services et de renseignement et de police. Alors moi je voudrais vous répondre à Caroline Fourest sur les imams, enfin qui ne vous posait pas la question, mais la question se pose quand même. C'est la formation aujourd'hui des imams en France. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ça fait longtemps qu'on en parle, de former aujourd'hui des imams en France. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent et qu'est-ce que vous, au gouvernement aujourd'hui, vous comptez faire? La question n'a pas été posée. Mais pour le moment, je crois avoir entendu Manuel Valls le dire de manière très claire que c'est une question qui devait être posée et à laquelle nous devons collectivement réfléchir pour que précisément il y ait une bonne formation de ces imams. Et qui doit les former, ces imams, selon vous? Moi, je ne veux pas porter de préjugés à ce stade. Je pense qu'il faut oui, y avoir une discussion. Avoir des réponses quand même. Non, bien entendu. Mais je pense que c'est une discussion qui doit exister. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une très bonne formation pour éviter justement qu'il y ait l'infiltration de type intégriste ou autre. Donc, on écoute Manuel Valls et je vous fais tout de suite réagir, Caroline Fourest. On écoute le ministre de l'Intérieur justement sur la formation des imams. Dans les prisons, nous avons besoin d'imams français, d'imams formés, pour que ce ne soit pas les imams autoproclamés dans les prisons elles-mêmes qui, aujourd'hui, fassent passer cette doctrine de haine. Caroline Fourest, la formation des imams, c'est très important. Qui doit former les imams? C'est très important, mais c'est très compliqué dans une république laïque et on ne peut pas perdre nos principes de séparation du politique et du religieux pour un besoin de sécurité, même si important soit-il. Nicolas Sarkozy avait posé ce problème de façon un peu biaisée, en laissant sous-entendre que, par exemple, il y avait des imams étrangers qui, parce qu'ils étaient étrangers, posaient problème et que si on formait des imams à la française, ça allait tout régler. La réalité, c'est qu'il y a des imams qui ont fait leurs études même en Arabie Saoudite ou qui en ont fait mieux à El Azhar au Caire et qui ont une vraie connaissance islamique beaucoup plus élaborée que des jeunes imams français, parfaitement français mais totalement incultes. Et que donc le critère n'est pas étranger ou français et que c'est très difficile pour la République de se mêler du culte si elle veut en contrepartie, demander le respect de la laïcité. Donc la réalité, c'est qu'il faut sans doute accompagner, mais de très loin quand même. Les universités peuvent former les imams, ça a été le cas un temps. C'est déjà le cas, il y a déjà eu des programmes qui se sont mis. Apparemment, ça va se faire. Il y a l'Alsace-Moselle qui est une exception à notre laïcité, qui sont des territoires qui peuvent servir à ça, puisqu'on le fait pour les autres cultes. Mais tant que cette exception existe, le plus souhaitable, c'est quand même que le culte s'autogère. On ne peut pas non plus, encore une fois, un élu n'est pas imam, n'est pas curé, n'est pas rabbin, et s'il le devenait, la laïcité, qui est la dernière des protections vis-à-vis du mélange des genres, reculerait. Je crois que c'est un peu plus complexe que cela. Si vous voulez, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui au cadre du culte de prendre en main, si vous voulez, une éventuelle action préventive contre d'éventuels phénomènes de radicalisation, ne serait-ce que pour une simple raison, pour un simple constat sociologique de base. Enfin, j'ai quand même travaillé sur un certain nombre de mosquées, de communautés salafistes ou pas d'ailleurs. C'est une autre question. Mais il faut savoir que ces personnes sont à la fois en marge de la communauté nationale, mais aussi, voire surtout, en marge de leur propre communauté religieuse. Ce n'est pas une question, si vous voulez, de structure, d'ingénierie religieuse qui va remédier au problème. Aujourd'hui, et ne serait-ce que par exemple sur un plan sécuritaire, on sait très bien, une grande partie des groupes qui sont en amont interpellés le sont parce qu'il y a eu un certain nombre de musulmans qui eux-mêmes ont fait ce travail, si vous voulez, d'alerte ou de veille par rapport aux autorités. Et pour une autre raison que j'aimerais évoquer, c'est qu'aujourd'hui, il est passé le temps où c'était dans les mosquées, ça peut toujours exister bien évidemment de manière sporadique, mais il est passé le temps où on se radicalisait sur des lieux physiques, si vous voulez. Aujourd'hui, la plus grande école du monde s'appelle Internet. On le sait très bien, on l'a vu. Bien évidemment, des séjours à l'étranger peuvent faciliter le passage à la radicalité, mais aujourd'hui, par exemple, un reportage à la télévision, une vidéo sur YouTube, une déclaration reprise par les médias de manière quasi exponentielle, en fait beaucoup plus, et j'ai pu le voir ne serait-ce que sur ce week-end, les affaires qu'on a par exemple vues, auxquelles on a pu assister par exemple, les déclarations dans la bouche d'un certain nombre de personnes politiques, a fait beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit au cadre du culte, déjà, ce n'est pas efficace, et deux, ça ne correspond pas à la réalité. Oui, Caprioli. Oui, je voudrais ajouter, je pense que la difficulté de former les imams, c'est que l'islam n'est pas un.
l'islam, ce sont des écoles religieuses différentes. Alors, quelle école religieuse privilégiée? Chaféite, Hanbalite, le wahhabisme, laquelle? Donc là aussi, il faudrait choisir. Mais je pense que le ministre a raison de dire qu'en prison, avoir des imams, des aumôniers de plus en plus nombreux et qui sont, alors c'est vrai, on a tendance, qui font un islam français, ce serait, pourquoi? Parce que c'est les valeurs de la République qui doivent être en harmonie avec l'islam. Bien que je ne sois pas un spécialiste, mais c'est le problème des écoles qui pose problème. Pour l'éclairage du député, je voudrais dire que la loi ne doit pas seulement se limiter aux Français qui vont s'entraîner dans les camps. On est d'accord. Il faut qu'elle soit concernant des étrangers qui résident en France et qui vont s'entraîner dans les camps, et aussi des gens qui sont en train de se former dans les camps et qui vont venir en France. Tout à fait. Voilà. Parce que je pense que c'est un instrument qui manquait entre les mains de la justice et les mains de la police. Ça ne veut pas dire que dès qu'ils arrivent, on les arrête, parce qu'il faut établir la preuve. Parce que certains s'étonnent en disant on va éviter on va pas pouvoir mettre à jour des réseaux. Donc c'est un instrument qu'on aura entre les mains. On va surveiller les gens ensuite. Soit on identifie un réseau, soit il est tout seul et on va le neutraliser. Mais il faut que ce soit étendu à tout ça. D'accord, oui, tout à fait d'accord. Il y a une petite nuance effectivement à introduire aussi entre la question des imams et la question des aumôniers, parce que là ce sont pas les mêmes lieux. Dans des lieux fermés où effectivement les gens sont prisonniers, même la laïcité ne s'applique pas exactement de la même manière. Donc il y a aujourd'hui des personnels religieux pour les chrétiens, pour les juifs et aussi pour les musulmans. Donc la question, elle peut se poser de comment est-ce qu'effectivement on essaie de former les aumôniers plutôt pour qu'ils résistent au prosélytisme intégriste qui se développe en prison et qui est la principale école de radicalisation en dehors des sites internet et de ce qu'on connaît. Mais franchement, là aussi c'est très compliqué et très délicat comme question parce que, pareil, c'est ce qu'on vient de dire, comment sélectionner, sur quels critères. Je vais vous dire une chose, c'est qu'à mon avis, la solution la plus sage, mais peut-être plus utopiste, serait d'interdire le prosélytisme religieux en prison tout court, entre détenus comme pour toutes les religions, comment vous pouvez pas faire simplement sur concrètement l'islam. entre détenus? Interdire qu'il y ait circulation de livres, de propagande et de religion, et envoyer des philosophes. Vous envoyez des philosophes, vous envoyez des psychologues en prison pour essayer de faire en sorte que ce soit un passage par l'ouverture d'esprit. Ça fait sourire Eduardo Riant. Oui, c'est très ambitieux, mais c'est pas finalement beaucoup moins compliqué à mettre en place que la machine dans laquelle on est, essayer de trier les bons des faux imams, des vrais imams, et pareil pour les autres religions. Eduardo Riant, vous allez reprendre l'idée de Caroline Fourest, envoyer Elle des est très philosophes. intéressante. Moi, je suis moi-même philosophe de formation. Ah bah, vous donc voyez, voilà. il n'y a pas de difficulté là-dessus. Non, je ne souris pas, ce n'est pas du tout une moquerie, encore moins de la prétention, quoi que ce soit. Non, c'est que je pense que c'est une bonne proposition. Simplement, elle est sans doute très difficile à appliquer, y compris sur le plan légal. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus que nous donnions l'impression que nous sommes dans des interdits de spiritualité ou de religion. C'est pas le sujet. Mais je sais que vous ne pensez pas cela. Non, je pense à un service œcuménique, si vous voulez, en réalité. Je crois que vraiment, il faut vraiment poser les sujets sur la table sans aucun tabou. En tout cas, c'est la disposition du gouvernement et de la majorité, parce qu'il y a des problèmes réels, il y a des menaces réelles, davantage liées, à mon avis, à ce qui se passe à l'extérieur, au Sahel notamment, avec un certain nombre de déstabilisations à la suite de la guerre de Libye, comme de la situation aujourd'hui au Mali. Mais je suis prêt à discuter avec nos amis ici sur la table ronde. Mais sachez que la détermination du gouvernement, elle est sans faille, parce que nous savons les problèmes qui se posent et nous ne nions aucune réalité. Au contraire, la preuve, ce grand coup de filet montre que le ministère, comme les services de police et de renseignement, sont aux aguets pour avoir de l'efficacité et empêcher toute attaque contre des Français en France comme à l'extérieur. On fait une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat consacré donc ce soir à ce vaste coup de filet dans les milieux islamistes radicaux. À tout de suite. Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ.